Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire une émission en béton armé. Nous avons sur la table deux personnes, des éminentes personnes du béton armé, des bureaux d'études et autres, qui vont nous expliquer. Nous vous invitons à écouter. Écoutez surtout pour comprendre ce qu'il faut surtout éviter de faire ou de ne pas faire. Monsieur Lewis, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Zouk TV. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Monsieur Kabga. Alors bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Florent a annoncé deux éminents du béton armé. Je dirais qu'il y a un éminent du béton armé, Monsieur Deris, et moi, Monsieur Kabga, qui s'occupe effectivement qui est attaché quand même au problème de séisme, tout de même, mais pas du tout spécialiste de la matière. Voilà. Enfin, en tout cas, nous allons couler tout ça en béton 450. Prêt à l'emploi. Monsieur Deris, nous avons entendu ces derniers temps, tout le monde s'est énervé sur ce qui s'est passé. C'est pas en Turquie, il y a eu la Turquie. Au Maroc. Il y a eu le Maroc. Nous avons laissé passer l'orage pour en parler. Et nous ne sommes pas à l'abri. Par contre, notre souci premier, c'est de savoir, compte tenu du fait de notre densité, est-ce qu'on ne sera pas au même niveau de casse? C'est clair que si jamais nous avions un gros tremblement de terre en Martinique, il y aura pas mal de dégâts. Donc, mais si vous voulez, la situation, enfin notre situation est quand même un petit peu différente parce que au Maroc, donc le tremblement de terre, enfin l'épicétre du tremblement de terre était sous les constructions, donc à peu près à 13 km de profondeur, ce qui génère en général énormément de dégâts. Nous avons quelque part la chance d'avoir la zone de subduction qui se trouve à l'est de la Martinique, sachant que bon, c'est une zone, disons, elle sort en effleurement à peu près à 250 km de la Martinique et elle descend tout doucement jusqu'à sous la Martinique. Et donc, si ça arrivait sous la Martinique, comme c'est arrivé en 2007, on serait à 150 km de profondeur, ce qui nous déjà un peu mieux. Par contre, le risque, il est sur des tremblements de terre qui seraient à profondeur moyenne, c'est-à-dire aux alentours de 40 km de profondeur, et qui pourraient être à peu près à 80 km de l'île de la Martinique, ce qui, générant des tremblements de terre dont la magnitude serait sans doute beaucoup plus importante, puisque chez nous, on attend plutôt des magnitudes entre 7 et 8, provoquerait effectivement pas mal de dégâts sur l'île. M. Cabrel, vous avez pu observer dans les images le chaînage de ces bâtiments qui était pratiquement inexistant. Alors, en fait... De certains bâtiments. Oui. Donc, ce séisme du 8 septembre 2008, effectivement, le Maroc est à la limite de deux plaques, la plaque eurasienne, la plaque africaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le séisme a été ressenti. Il y a eu une faille qui s'est produite à l'intérieur des terres, donc dans la zone du Haut-Atlas, comme on dit. Et effectivement, dans la zone du Haut-Atlas, on n'a que des petits villages où les maisons sont pratiquement, la plupart des maisons sont en terre cuite, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc on comprend effectivement qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans tous ces villages isolés. Voilà. Oui, mais au niveau de certains bâtiments, je dirais modernes, ça a quand même secoué. Il y a eu de la casse. C'est surtout dans le village qu'il y a eu de la casse. Beaucoup de casse. Alors effectivement, on peut avoir les mêmes soucis ici. Au Maroc, il y a certainement des règles parasismiques. Mais comme pas mal de pays, ce n'est pas toujours appliqué. Donc, effectivement, il y a peut-être des bâtiments qui ont eu beaucoup de casse, effectivement, des bâtiments un peu plus modernes. Est-ce que ce sont les derniers bâtiments? Est-ce que ce sont des bâtiments contrôlés? Je ne sais pas comment se fait le contrôle dans ce pays, mais en fait, dans le système français, il y a une certaine pratique du contrôle parasismique. Comment ça se fait? Justement, M. Deris, à propos de contrôle, bon, la Martinique
il y a eu un travail énorme de fait à ce niveau. Oui, alors effectivement, nous avons, je dirais, beaucoup travaillé sur le séisme ces 30 dernières années. Et c'est vrai que la situation en Martinique s'est quand même sérieusement améliorée par rapport à ce qui existait il y a une trentaine d'années. Et donc c'est vrai que les bâtiments neufs, en général, sont calculés parasismiques et contrôlés parasismiques. Maintenant, je dirais peut-être qu'on a à peu près renouvelé 40% des bâtiments. Hein. On estime qu'on fait entre 1 et 2% de renouvellement des bâtiments par an. Et donc, on peut penser qu'il y a quand même une bonne moitié des bâtiments existants qui sont beaucoup moins, je dirais, parasismiques, on va dire. Et puis, si vous voulez, quand vous traversez certaines villes, moi, sans vouloir jeter l'opprobre, mais je traversais ce matin la ville de Saint-Pierre, où on voit qu'il y a encore énormément de bâtiments où ce sont des roches les unes sur les autres, hein, qui sont les murs, il n'y a pas de chaînage, il y a rien. Donc en fait, si vous voulez, il est certain que s'il y avait un gros tremblement de terre, il y aurait encore pas mal de bâtiments qui vont s'effondrer. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que nous ne sommes pas égaux devant le tremblement de terre. C'est-à-dire que au-delà, donc il y a l'aspect bâtiment qui est important. Donc on va certainement en parler, des chaînages, etc. Mais il y a aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le séisme, c'est un mouvement de sol. Ça vient du sol. Bon. Et donc la qualité du sol, et il faut dire vraiment ça aux gens, la qualité du sol est fondamentale. C'est-à-dire que je serais tenté de dire que plus votre sol sera dur, et moins vous aurez de problèmes. Je fais ça un petit peu rapidement, mais bon, c'est pas complètement vrai, mais c'est quand même le cas. Et je dirais, plus vous aurez des sols mous, plus vous aurez des sols qui sont, par exemple, des millefeuilles, comme donc pour revenir à Saint-Pierre, la zone de Saint-Pierre, où ce sont des millefeuilles à la fois des couches de sable, de cendres, puis de terre végétale, puis à nouveau de cendres, etc., liées aux différentes éruptions de la montagne Pelée. Tous ces endroits-là vont souffrir beaucoup plus fortement. Le centre-ville de Fort-de-France, les centres-villes de pas mal de communes de la Martinique. Et donc, si vous voulez, ces endroits-là, vraiment, il faut faire très attention parce que le tremblement de terre sera ressenti beaucoup plus fortement que sur les sols raides, comme par exemple à Sainte-Luce ou à Schellcher, où on est sur des sols vraiment raides sur lesquels on construit, quoi. Alors, M. Capga, pour compléter ce que dit M. Diris, on pense à faux, je vous vérifier si le sol est dur? Non, pas du tout. Il y a dans le processus de construction, il y a l'intervention d'abord du géomètre, qui n'a rien à voir effectivement avec ces questions de séisme et de qualité de construction, mais il ne faut pas exclure, et je crois que tu as reçu ici des spécialistes, les géotechniciens qui, avant effectivement la conception du bâtiment, notamment des fondations, ils nous sortent la qualité du sol et dans la profondeur du bon sol, etc. Pour ajouter à ce que disait Didier, effectivement, il faut construire sur des sols durs. Mais tous les sols ne sont pas durs. Je rajouterais que sur un sol dur, il vaut mieux construire souple. Sur un sol souple, il vaut mieux construire dur. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier principe qu'il faut retenir. Voilà. Mais on ne décide pas dans son coin. J'ai vu tel bâtiment dans tel secteur, je la veux comme ça. Non, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer par des études préalables de géotechniciens. On en a quelques-uns sur le territoire. Et quand Didier dit que 40% des constructions sont déjà parasismiques, je pense que tu parlais des constructions publiques.
Oui, alors c'est vrai que C'est plutôt public. c'est vrai que c'est plus public et que. Mais je dirais que moi ce que je vois quand même, c'est que les gens ont quand même pris l'habitude de mettre des chaînages. Déjà, oui, au moins ça. Ils ont pris l'habitude de mettre des chaînages et ils ont pris l'habitude de mettre des contreventements. C'est parce que quand on regarde les maisons, pour revenir à ce qui s'est passé au Maroc, c'est qu'il n'y a pas de contreventement et il n'y a pas de chaînage. Donc c'est déjà le fait de mettre des chaînages dans des bâtiments, ça améliore déjà sérieusement l'histoire, quoi. Et chaînage, contreventement, qui arrive jusqu'aux fondations, ça c'est important, ça améliore déjà les choses. Alors, vraiment. Il y a la pratique, effectivement, des artisans qui construisent avec des chaînages depuis un certain nombre d'années. Mais si la maison n'est pas soumise à permis de construire ou si elle se fait en job, en coup de main, ils ne vont pas chercher. Ils disent, effectivement, comme tu as dit, au nez, ça c'est un sol dur, on fait tel type de fondation. Mais ce n'est pas tout à fait exact comme méthode de construction. Mais je voudrais réinsister sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai déjà vu des terrains où on a fouillé, on est tombé sur un sol dur, mais comme les bureaux d'études de sol, ils ont l'obligation d'aller à une certaine profondeur, donc ils ont l'obligation de continuer à descendre, et puis ils ont trouvé en dessous du sol dur du sol mou. Un puits. Voilà, ou un puits, ou de l'eau, ou plein de choses. Donc, je dirais que si la première chose qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est qu'il faut passer par un bureau d'études de sol. Je dirais que pour tout, vous construisez une maison, si vous ne passez pas par un bureau d'études de sol, vous allez avoir des problèmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, effectivement, dans le même ordre d'idée, il y a eu des progrès dans le système en Martinique. Depuis quelques années, je ne sais plus, depuis 2010 ou 2009, la région de l'époque a institué le fait de subventionner les maîtres d'ouvrage qui veulent construire. Donc, il y a une aide pour missionner un bureau de contrôle, pour missionner un bureau d'études et pour missionner un géotechnicien. Donc, les précautions sont prises sur les nouvelles constructions, même de maisons individuelles. Mais qui assure cette police? Déjà, ces trois intervenants ont un rôle et une responsabilité. Ce sont des métiers avec une haute responsabilité. Demain, s'il y a un séisme, on sait qui aller chercher. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, quand on fait une demande de permis de construire, souvent l'édilité, enfin le maire, demande que l'on donne une attestation comme quoi le bâtiment est effectivement conforme aux règles parasismiques. Donc ça sous-entend qu'on ait pris quelqu'un, un bureau d'études ou un bureau de contrôle pour aller vérifier quand même que le bâtiment est effectivement parasismique. Alors dans cette affaire-là, il y a je dirais une autre personne qui intervient, c'est l'assurance. Comment ça se passe? Alors l'assurance, si vous voulez, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si vous n'êtes pas assuré, elle ne va pas marcher. Donc ça, c'est clair. Donc si vous n'avez pas pris d'assurance, je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle la loi Spinetta, et la loi Spinetta fait l'obligation à tout constructeur, donc monsieur tout le monde, s'il construit une maison, il a l'obligation de prendre une dommage ouvrage. Bon. Le propriétaire. Le propriétaire, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, celui qui fait construire, celui qui paye, on va dire, il a l'obligation de prendre une dommage ouvrage. Donc déjà, s'il ne prend pas cette dommage ouvrage, il sera certainement pas remboursé, ça c'est clair. Bon. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que alors la dommage ouvrage, c'est 10 ans. Hein. Après, il faut prendre donc une assurance sur les dommages, je dirais, de la maison, quoi.
Et c'est toujours dans ce cas-là qu'on peut être éventuellement remboursé. Alors, selon le type de contrat que vous avez, c'est pour ça qu'il faut regarder de très près les contrats. Et avec une grosse boussole. Avec une grosse lentille, une grosse loupe, parce qu'il faut examiner tout ce qui est marqué dans le contrat. Il y a la possibilité ou non d'avoir ce qu'on appelle une assurance CatNat. Voilà. Donc les CatNat, ce sont c'est l'assurance qui vous assure des risques naturels. Bon. Alors si vous avez ça dans votre assurance, il n'y a pas de problème, vous êtes assuré immédiatement. Si vous ne l'avez pas, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une déclaration de catastrophe naturelle. Voilà. Et donc c'est l'État qui prend cette mesure-là. Et quand l'État prend cette mesure de déclaration de catastrophe naturelle, en fait, ce qui se passe surtout, c'est que les assureurs sont, réassurés par l'État. Donc ça leur permet s'ils ont 3 milliards d'argent à sortir, ils savent qu'ils ont l'État qui est derrière. Bon. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, on peut attendre 6 mois, 1 an pour avoir cette déclaration de catastrophe naturelle. 2, on n'est pas obligé de la prendre sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qui s'est passé, et puis on estime que ce sont les communes du Lorrain, de Sainte-Marie, etc. C'est exactement ce qui s'est passé à Sainte-Marie. Et donc, si il n'y a que 4 communes qu'on estime qui ont été vraiment impactées par le séisme, et que les autres n'ont pas été si impactées que ça, donc en fait, si vous voulez, l'assurance, c'est effectivement une garantie. Je dirais, c'est un peu la résilience. Mais en général, pour revenir au problème qui a eu lieu donc sur Sainte-Marie, les gens, je ne suis pas sûr qu'ils aient encore été remboursés, quoi. Ils ont dû attendre au moins 2 ans ou 3 ans. Ça fait 3 ans, et à ce jour, ils ne savent pas encore quand. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui sont assurés. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, l'assurance c'est bien, mais avoir un bâtiment qui soit parasismique, c'est mieux. Voilà. Alors, vous avez parlé de l'assurance dans le cadre du séisme, donc l'assurance du maître d'ouvrage. Déjà, je mets ma casquette d'expert judiciaire, je suis sur de nombreux cas où non seulement le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, n'a pas pris une assurance, mais l'a contracté avec des entrepreneurs qui ne sont pas assurés. Ils n'ont pas l'assurance décennale. Ils n'ont pas l'assurance décennale. Donc on a beaucoup de problèmes. On en parle, mais on n'a pas l'impression que le message passe toujours. Voilà. Ça, c'est une opération, je dirais, lourde. Parce que tant qu'on n'a pas reçu la claque, on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme les cyclones? Oui. Et nous, c'est ça qui nous bœuf, en peut-être qui connaissent bœuf anglais. Quand on voit nos entreprises qui n'ont pas de décennale, qui font de la concurrence à des entreprises qui ont de la décennale, qui ont tous les moyens pour faire face aux situations, et quand on se trouve devant le juge, à ce moment, on trouve beaucoup de cas devant le tribunal avec un cadenas dedans. C'est pas ça qu'empêche le juge de faire ça, il n'y a à faire. Ou ces gens-là ont déjà déposé le bilan. Aussi. Voilà. Non, mais c'est sûr que, je répète, loi Spinetta, effectivement, j'ai dit, le maître d'ouvrage a l'obligation de s'assurer, toutes les entreprises ont l'obligation de s'assurer. Et le maître d'ouvrage a l'obligation d'aller vérifier que les entreprises avec qui il travaille sont assurées. Et le banquier qui finance a le droit et le devoir. Absolument. De faire le donc c'est... Oui, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il est là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les 3/4 du temps, les gens se disent « bon, je vais économiser l'assurance, ça va me coûter moins cher, etc. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en cas de problème, la seule alternative qui reste, c'est le juge. Oui. Et je vais vous dire un truc, moi je suis comme M. Cabra, on est souvent confronté à des problèmes de tribunal judiciaire. Il y a des affaires qui durent 19 ans.
En Martinique, je connais des affaires qui ont duré 19 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a attaqué, saisi le juge, et le moment où la décision a été prise, il s'est passé 19 ans. Et après ça, au long qu'on la justice. Ah ben, Et en face, si on a affaire à un avocat vinaigrette, on n'avance pas. Ah ben après, c'est la force des avocats, en fait. Hein. C'est pas tellement la force de votre dossier, c'est la force des avocats. C'est vraiment... c'est un combat hein, entre les gens. Et parfois, les jugements parfois sont incompréhensibles parce que vous voyez que quelqu'un a gagné alors que normalement, il n'aurait pas dû gagner, mais parce qu'il a eu un meilleur avocat que l'autre. Hein. Voilà, c'est... Comme dirait Coluche, si je peux me permettre. C'est possible, c'est permis. Il y a l'avocat qui connaît bien le droit et l'avocat qui connaît bien le juge. Il y a aussi ça. Et ça fonctionne très fort ici. Oui, alors là, nous venons de passer un cap cette semaine. Cyclone, pas cyclone, qui venait vers nous. Grand bonne balle de combat. Finalement, il est parti. Il a évité la Guadeloupe. Il a frappé la Désirade, puis Saint-Martin et Saint-Barth. Dans les constructions, on est au même niveau de calcul. Parce qu'on doit faire le calcul parasismique, mais aussi le calcul paracyclonique. Oui, tout à fait. Alors ça c'est, je suis très content que vous disiez ça, et surtout dans tout ce qui est réhabilitation. Parce que évidemment, il faut faire le calcul en sismique et le calcul en cyclonique. J'entends souvent des gens dire « j'ai calculé en sismique, donc ça va passer en cyclonique », ce qui est totalement faux. Je veux dire, les éléments qui sont, attaqués par le séisme et le cyclone ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'en particulier, quand vous c'est les charpentes, c'est les menuiseries, c'est les portes, c'est éventuellement même les façades qui vont être extrêmement soumises au cyclone, alors que le séisme, c'est quand même la structure, quoi. Alors, si on prend des structures, des bâtiments en bois, par exemple, ou en charpente métallique, là, il faut au niveau de la structure elle-même, il faut vraiment faire les deux calculs. Mais pour le reste, c'est effectivement le séisme qui va nous donner la structure, et je dirais le cyclone qui va nous donner le reste, si j'ose dire. Donc, il est très important de travailler sur les deux éléments. Et pour la réhabilitation, il est très important de réhabiliter non seulement au séisme, mais aussi au cyclone. Je vais vous dire, j'ai vu un tas de bâtiments publics qui ont été réhabilités au séisme, avec ce qu'on appelle les fonds Barnier, et alors que les fonds Barnier sont là aussi pour le cyclone, et on n'a pas réhabilité au cyclone, ce qui est quand même un drame, quoi. Voilà. Donc il faut absolument faire les deux calculs. Là, on tombe sur un problème de normes. Aujourd'hui, quand nous regardons nos menuiseries, pratiquement tout ce que nous trouvons sur le marché, ce sont des menuiseries qui résistent à 100 km/h, à peu près. Oui. Alors, comment faire quand on sait que notre plus petit cyclone, quand il est bien énervé, il passe à plus de 300 km/h? Je crois que la réglementation est en train de bouger, notamment grâce à Didier et pas mal d'autres personnes de la CERC et du Cobati. Les vents, pour parler du cyclonique, les vents pris en compte vont être un petit peu majorés. Un peu majorés, oui. Maintenant. Dans la fabrication locale de menuiserie. Dans la fabrication, mais dans la réglementation. Et le bureau de contrôle a pour mission de vérifier que c'est respecté quand même. C'est-à-dire que le problème des menuiseries, c'est que on a déterminé, donc, enfin, je veux dire, la France, le législateur. Le législateur, voilà, on va dire. Le législateur a déterminé ce qu'on appelle un classement AEV. A, étanchéité à l'air, E, étanchéité à l'eau, et V, calcul au vent. Bon. Ces valeurs de classement ont été déterminées par le CSTB, qui a sorti une liste en disant, ben voilà, maintenant les menuiseries en Martinique, c'est ces valeurs-là. Bon. Alors le problème, c'est que, bon, l'étanchéité à l'air,
c'est pas très grave, parce que l'étanchéité à l'air, ça concerne vraiment les zones qui sont climatisées. Donc il y a quand même 65% de bâtiments en Martinique qui ne sont pas climatisés. Par contre, l'étanchéité à l'eau, là, ça pose un problème. Parce que ce qu'on nous demande en termes d'étanchéité à l'eau, qui correspond effectivement à l'étanchéité en cas de cyclone, eh bien, c'est très difficile pour les fournisseurs de nous donner ces valeurs-là. Et donc, effectivement, quand on regarde, il y a énormément de menuiseries qui sont fabriquées en Martinique, enfin, fabriquées en Martinique ou assemblées en Martinique, on va dire, qui n'ont pas ces valeurs-là. Et par exemple, je dirais la star des menuiseries, qui tiendrait bien, qui est la Security, n'a pas les étanchéités à l'eau requises, en tout cas en décompression, parce qu'elle a tendance à légèrement se soulever. Moi, avec d'autres, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'on descende ces valeurs-là, parce que, à mon avis, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens pour des bâtiments de ce qu'on appelle les catégories 2, c'est-à-dire s'il y a un peu d'eau qui passe, c'est pas dramatique. Ça ne sera pas le cas si j'ai un hôpital ou des choses comme ça. Donc, mais disons que les bâtiments courants... Bon. Et puis il y a le classement au vent, c'est-à-dire qu'il faut que ça résiste au vent. Et ce classement au vent, il n'est pas très difficile à obtenir. C'est-à-dire que les gens, le classement au vent, c'est de la structure. Donc on peut obtenir le classement au vent. Je crois que c'est vraiment ce qui pose problème, c'est le classement à l'eau. La deuxième chose qui pose problème, c'est que toute la fabrication locale, et en particulier en bois, n'a pas de classement EV. Et donc, on a quasiment, avec ce système-là, on a interdit à tout ce qui est contrôlé, je dirais, donc les bâtiments publics, etc., on leur a interdit de construire avec des menuiseries en bois, qui sont quand même les menuiseries qu'ont utilisées pendant des années nos parents et nos grands-parents, et qui fonctionnent très bien. Et je peux même avoir quelques anecdotes de gens qui avaient des menuiseries en bois, et pendant le cyclone, ceux qui avaient des menuiseries, je dirais, nouveaux modèles, sont venus chez eux pour se réfugier. Donc c'est vrai que là, il y a un problème. Et là, moi, je pense qu'il faut trouver des solutions pour déjà sauver notre production locale, parce qu'il n'y a pas de raison surtout si elle est en bon état. Et puis, pour finir, la dernière chose, il y a, pendant le cyclone, des projectiles. Il y a toutes sortes de projectiles qui se baladent, et je veux dire, ça peut être... moi, quand j'ai été à Saint-Martin, les projectiles, c'était des conteneurs. Des conteneurs. Donc, il y avait des voitures, il y avait des réfrigérateurs, il y avait des machines à laver, mais il y avait des conteneurs qui se baladaient. Bon. Et à Saint-Barthélemy, ils ont été très protégés parce qu'ils ont mis des protections sur toutes les menuiseries. Donc moi, ce que je dirais, c'est que, pour revenir à ça, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est revenir aux volets. Ce qu'on appelait les lamédites. Les lamédites, les volets en bois, les volets de protection. Les volets battants. Les volets battants. Moi, je dis qu'il faut mettre des volets de protection sur toutes les menuiseries. Je veux dire, et quand on regarde ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy, il y a eu beaucoup moins de dégâts, tout simplement parce qu'ils ont mis en place, ils ont fait ça, quoi. Voilà. Mais la pluie qu'on a eue en Martinique, là, dans le week-end dernier, beaucoup de personnes ont été inondées au niveau des étages, parce que l'eau est rentrée, justement, à partir de ces sécurité, menuiserie et compagnie. C'est pourquoi... protection, voilà, volet de protection. Alors, sur le sujet, il faut parler d'autre chose, c'est que actuellement, effectivement, comme tu dis, on a souvent, depuis quelques années, des annonces. Mais rien ne nous arrive. Ce qui fait que les gens sont démobilisés, y compris, pour revenir au thème du jour, le séisme. Je crois qu'il y a eu un exercice jeudi ou vendredi où ça n'a pas marché du tout. Ça devient un spectacle. Ça devient un spectacle, effectivement. Et que les gens n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas la culture du risque. Et
Ils la perdent. Ils la perdent. Donc pour le cyclone, on est en train de la perdre. C'est-à-dire que pour le séisme, le dernier séisme que nous avons eu, qui a eu un petit impact, c'était 2007. 2007, donc ça fait que le gamin qui a 20 ans... Il n'a jamais eu de tremblement de terre. Il ne sait pas ce que c'est. Or, la Martinique a déjà vécu, je crois, au moins 5 séismes majeurs de catégorie 8, et dont un qui avait été très meurtrier, c'était en 1839, où sur une population de 117 000 personnes, on a perdu 29 000, on a eu 29 000 blessés et entre 300 et 4 000 morts. Donc on perd la culture de ces choses-là. En dehors de la culture aussi, on perd le téléphone satellitaire. Les 34 maires qui ont reçu le téléphone satellitaire pour les risques, ils ne savent pas où c'est logé actuellement. Ils vont essayer depuis là-dedans. Là encore, ce sont alors des choses. Ils étaient prévenus de l'exercice. Alors, je vais vous raconter pourquoi on en est venu au téléphone satellitaire. Parce que j'ai vécu ça en direct. Il faut savoir qu'il y a eu un tremblement de terre en Martinique, je crois en 1998 de mémoire, où il y a eu, à la préfecture, il y avait un ordinateur, et c'était un ordinateur qui gérait les transmissions entre la Martinique et la France. Et au-dessus de cet ordinateur, il y avait un climatiseur, et le climatiseur... Il a débauché. Non, tout simplement, le condensat s'est décroché et l'eau est tombée sur l'ordinateur, et donc l'ordinateur est tombé en panne, et la Martinique était coupée du monde, isolée du monde. À tel point que, donc à Paris, ils ont vu que la Martinique a eu un tremblement de terre, ils ont vu que plus de nouvelles. On a fait décoller un avion de Guadeloupe qui est venu sur la Martinique pour voir qu'est-ce qui se passait. Vous vous rendez compte ? Bon. Et on s'est aperçu que, justement, à partir du moment où on perd les communications principales, on n'a plus de communication. Et la communication est fondamentale, ne serait-ce que pour pouvoir envoyer les secours. Et donc c'est après ça qu'on a décidé que les 34 communes de la Martinique devaient avoir des téléphones satellitaires. Donc moi j'ai envie de dire aux maires d'aller retrouver leur téléphone satellitaire, parce que le jour où il y aura un vrai tremblement de terre et qu'il n'y aura pas de communication, s'ils veulent avoir la possibilité de communiquer avec les autorités, il n'y aura plus que ça. Mais je crois qu'il y a un autre dispositif qui a été mis en place justement suite à cela, c'est que les comment on dit, les Orange et tout ça, ce sont les concessionnaires téléphoniques. Dès que vous bornez dans une zone où il y a eu un séisme, vous devez recevoir un message automatique. Et je crois que l'exercice a été fait et ça n'a pas marché non plus. Je ne sais pas si vous avez tous les deux eu l'occasion, le plaisir de visiter la cellule qui se trouve à Asnières. Non. Cellule de crise d'Asnières. Non, pas du tout. J'ai eu le plaisir de le voir par rapport à mon frère qui était directeur de cette affaire. C'est un bijou, c'est quelque chose de phénoménal. Quel que soit le point dans le monde où il y a une catastrophe, les cartes sortent, ceux du gouvernement en charge de cette zone arrivent tout de suite, tout est donné, tout est parti. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est pourquoi, lorsque c'était en 2006 ou 2007, lorsqu'on a eu notre inventaire, 2007. Sarkozy prenait la parole au même moment. Donc, il a eu dans l'oreillette inventaire aux Antilles. Et finalement, on le voit, on a vu le changement chez lui. Que quand j'ai visionné la chose après, mais tout de suite, on lui a fait savoir qu'il y a un tremblement de terre à 7 aux Antilles. Le gars, 7, c'est pas 7 litres de carburant. Hein. Il s'apprêtait à annoncer, quand il a eu l'information, il n'a pas donné l'information vraie, disant que il n'y a pas eu de risque, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a qu'un journaliste, j'oublie son nom, Le Corbeau, qui s'est mis à raconter des choses sur le CI. Mon frère m'appelle, j'ai dit, mais de quoi il parle? Et à ce moment, c'est Prévost qui était secrétaire général de la préfecture, le préfet n'était pas là. Ils l'ont appelé pour lui dire de corriger la chose, et il a corrigé pour dire, le Corbeau raconte n'importe quoi. Alors c'est pour vous dire que toutes ces choses-là sont hyper contrôlées.
hyper connectés et la simulation devrait se faire, disons, le message devait passer exactement comme le bombardement qu'on a reçu, nous, pendant le Covid. Alors, effectivement, nous sommes en 2023, on est dans un pays qui est soumis à toutes sortes de risques, enfin les risques majeurs, tous les risques majeurs. On commence à peine, certaines communes commencent à peine à penser à créer des cellules De crise. de crise, quoi, des bâtiments destinés effectivement à être, comment ça s'appelle, Des refuges. des refuges, mais surtout un centre opérationnel. Un centre opérationnel Crise. pour les crises. Oh, il serait temps effectivement que la plupart des communes aient leur centre. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que aussi bien les centres opérationnels que les refuges, parce que ça, on n'a pas parlé des refuges, mais si on avait à peu près le même pourcentage de gens, c'est-à-dire entre 12 000 morts. et 12 000 peut-être, enfin, mais je ne parle pas seulement des morts, mais je parle des sans-abri et des blessés. Oui, je veux dire, on va avoir besoin de refuges. Donc en fait, les refuges, il faut y penser sérieusement et il faut qu'on s'organise pour pouvoir... Parce que si on a 12 000 personnes à loger, aujourd'hui, où est-ce qu'on va les loger, quoi. Bon. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que donc ces bâtiments-là, qui vont être... ne doivent ni être soumis à la submersion, ni être soumis à l'inondation, ni être soumis à des risques de glissement de terrain. Donc, et le glissement de terrain, quand vous voyez les cartes concernant la Martinique, et j'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que le tremblement de terre déclenche des glissements de terrain. Hein, lors du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, on a vu des quartiers entiers qui sont partis avec des problèmes de glissement de terrain. Donc lorsqu'on fait ces bâtiments-là, et par exemple, quand on fait un bâtiment neuf, par exemple, parfois on fait un gymnase, par exemple, et on considère que le gymnase ou bien une école doit être en capacité d'être un refuge en cas de risque majeur, ben, il ne faut pas qu'il soit dans une zone inondable. Il ne faut pas qu'il soit dans une zone à risque de glissement de terrain. Et quand je dis glissement de terrain, c'est à la fois le terrain sous le bâtiment, mais aussi le terrain qui est autour. Oui. Parce que parfois, on regarde qu'il n'y a pas de problème sur la zone, mais en amont, il y a toute une colline qui est prête à lui tomber sur la tête. Donc ça c'est très important. Et dans ce bâtiment, il faut une réserve d'aliments secs. Il faut tout. Il faut tout. Il faut de l'eau. Il faut de l'énergie, donc il faut des groupes électrogènes, il faut des réserves. Enfin, je veux dire que si vous voulez, le principe, c'est qu'il faut que ces bâtiments, aussi bien d'ailleurs les bâtiments de crise que les hôpitaux, que les refuges, soient des bâtiments qui soient en capacité de continuer à fonctionner. Parce que je veux dire, pour revenir un peu au séisme encore. On a des bâtiments. Quand on fait un calcul sismique, ça, il faut que les gens le sachent également, sur un bâtiment, je dirais ce qu'on appelle les bâtiments de catégorie 2, c'est-à-dire un bâtiment commun, logement, etc., petit commerce, etc., on vise le non-effondrement. C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment et qu'on le calcule parasismique, on vise le non-effondrement. On ne vise pas la continuité de fonctionnement. C'est-à-dire que les gens, à la fin du tremblement de terre, si on a un gros tremblement de terre, le bâtiment sera peut-être à casser. Et en tout cas, il y aura peut-être plus d'électricité, il y aura peut-être plus d'eau, il y aura peut-être plus je veux dire que on pense qu'on va avoir un bâtiment qui va continuer à fonctionner. Non. Si le maître d'ouvrage veut un bâtiment qui continue à fonctionner, il faut qu'il le passe en catégorie 4. Hein, et ça c'est ce qui est imposé pour les hôpitaux, etc. Et dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons aujourd'hui des systèmes capables je dirais presque, d'enrayer le tremblement de terre, qui sont ce qu'on appelle les amortisseurs. Enfin, ce sont les cylindres blocs. Voilà, ce sont des cylindres blocs, c'est-à-dire qu'on peut mettre le bâtiment sur des isolateurs
qui lui permettent d'encaisser le tremblement de terre. Alors, il y a eu une grande polémique sur les isolateurs, il y a plein de gens qui ont dit que c'était pas la peine, que ça servait à rien, etc. Toujours est-il que les bâtiments qui étaient sur isolateur et qui ont pris 2007, ils ont quasiment rien senti. Et moi, je suis un petit peu surpris qu'en Martinique, il n'y ait pas plus de gens qui aillent vers ça. Alors, en fait, donc, tu as fait la distinction entre le risque normal et le risque spécial. Donc, tout ce qui est bâtiment hospitalier, risque spécial. Et en fait, ce qui se passe pour les isolateurs, où il y a eu une campagne de certains lycées qui ont été construits sur isolateurs, quelques maisons individuelles, très peu. Il y a aussi un problème Le coût d'entretien, surtout. Entretien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séisme tous les jours, mais c'est un équipement du bâtiment qui nécessite un entretien. Donc les gens ne le font pas, et même sur les lycées, je me demande s'il y a l'entretien qui est fait. Le mot entretien, il est banni par nos dirigeants. Il suffit de voir nos murs de cisternement, par exemple ceux qui sont sur la rocade. Oui, on voit. Il suffit de voir, avec les tirs et autres. Il suffit de voir l'état de ces clous-là. Ils n'ont jamais été entretenus. Mais quand un jour ça pètera, ça pètera. Il y a beaucoup de carences dans notre système, effectivement, parce que même quand on impose dans une construction une analyse du fonctionnement sur 10 ans avec les nécessités d'entretien, de maintenance et tout ça, les gens qui examinent le sujet ne sont même pas, je m'excuse, en capacité de comprendre ce qu'on leur propose. C'est une réalité. Ouais. Mais avant d'aller un peu plus loin, il y a un ministre qui nous avait dit, parce qu'on lui disait, mais on aurait pu, dès l'avion, faire savoir à celui qui nous visite qu'il va dans une zone à risque. Voilà les précautions à prendre en cas de tremblement de terre, ainsi de suite. Il m'a purement et simplement répondu, ça allait ruiner l'économie touristique. Il dit, ok, banco, merci. Par contre, en matière d'entretien, en matière de prévention, prenons le cas de l'eau. Quand nous regardons l'état de nos réservoirs d'eau, quand nous regardons l'état du réseau d'eau, ça c'est une chose, quand ça va trembler sérieusement, c'est la première chose qu'il faut avoir, c'est l'eau. Oui. Et ça peut amener une catastrophe dans la catastrophe. Ah mais non, mais ça c'est certain. Et puis j'ajouterais également l'électricité. Aussi. Donc, enfin, en tout cas, non, ce qu'il faut, si vous voulez, bon, que Dieu nous protège, mais ce qui s'est passé à Saint-Martin, alors c'était pas un tremblement de terre, c'était un cyclone, mais je crois que ça doit nous faire non seulement réfléchir, mais on devrait étudier ce qui s'est passé à Saint-Martin, parce que ça en dit long sur nos carences. Je veux dire, les gens ont tendance à dire oui, mais Saint-Martin, ils sont moins bien préparés, etc. Ce sont les mêmes bureaux d'études, ce sont les mêmes ingénieurs, ce sont les mêmes constructeurs qui travaillent à Saint-Martin. Je veux dire, on travaille de la même manière, on a le même système, on va avoir les mêmes problèmes. Et je veux dire, ils se sont retrouvés sans eau, ils se sont retrouvés sans électricité, ils se sont retrouvés sans téléphone, et ils se sont retrouvés sans organisation générale. Et donc, ça va nous arriver. Je veux dire que donc il faut étudier ça, il faut regarder un petit peu comment on va gérer ce genre de problème. L'eau, c'est la vie. Je veux dire, si on n'a pas d'eau, et donc il faut vraiment que chacun. Moi, je dis que c'est une responsabilité de chacun. Je veux dire, il ne faut pas attendre que le gouvernement, que le CTM prenne des décrets, etc. Je veux dire, bon, il y a un problème qui arrive. Comment je fais pour avoir de l'eau? Comment je fais pour avoir de l'électricité? Et comment je fais pour contacter ma famille, etc. Quoi. Je veux dire, ça doit être... Ça, c'est la culture du risque. Vous voyez, je vais finir sur... parce que j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des retours d'expérience, et j'ai travaillé notamment, puisque j'ai été à la FPS pendant pas mal d'années, j'ai travaillé sur le fameux tremblement de terre de Tohoku au Japon, Fukushima, etc. Et bien, figurez-vous que il y a eu donc ce fameux tsunami.
qui a tué 16 000 personnes. Et il y avait 16 millions de personnes qui étaient impactées. C'est-à-dire que je veux dire que si les choses avaient été mal faites, on n'aurait pas eu 16 000 morts, on aurait eu 16 millions de morts. Bon. Eh bien, les Japonais, le signal pour monter dans les hauteurs, vous savez ce que c'est ? C'est le tremblement de terre. C'est-à-dire que quand le tremblement de terre s'est terminé, les gens savaient que il fallait monter dans la hauteur, qu'il y avait un risque de tsunami, et tout était déjà fléché. Ils avaient déjà fait 10 exercices là-dessus pour savoir où est-ce qu'il fallait aller, etc. Et on a sauvé 99% des gens. Voilà. Et donc cette culture du risque, c'est extrêmement important que nous l'apprenions, que nous familiarisions avec le tremblement de terre. Moi, je dis, il ne faut pas faire une politique de la peur. Ça ne sert à rien d'aller dire il va y avoir 30 000 morts, il va y avoir 50 000 morts. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut fonctionner en s'appropriant le risque et en se disant, bon, ben voilà, il y a ce risque qui arrive, qu'est-ce que je vais faire, comment je m'organise et qu'est-ce que je fais pour sauver ma famille, pour continuer ma vie. Alors, sur le même sujet, effectivement, Didier dit qu'il y a la culture du risque. On est totalement d'accord. Effectivement, il faut la développer. Et comme je dis souvent, tout commence à l'école. Mais on constate dans nos pays ou dans notre pays une culture qui est la culture de l'administration qui est extrêmement lente. Quand on prend le cas de l'eau, les réservoirs, tu as pris les exemples de réservoirs, ça fait au moins 5 ans que j'entends qu'on doit mettre en conformité parasismique les réservoirs. Pour ça, il faut avoir la thune, oui, mais je ne sais pas s'il y en a déjà un. Pas un. Voilà. Les fonds barniers ont été déclenchés, il me semble, suite au séisme de 2007. Tout à fait. Les établissements scolaires qui sont mis en conformité aujourd'hui, c'est suite à ça. Donc, nous sommes combien d'années après ? On est 20 et quelques années après, 26 ans. 16 ans. 16 ans, ensuite. Alors, à mon avis, pour arriver à une solution politique et administrative, nous pensons qu'il faut mettre en immersion nos élus et nos cadres territoriaux dans toutes ces problématiques. Tant qu'ils n'ont pas mis les pieds dans la boue, la main dans le cambouis, pour savoir de quoi on parle, on ne parviendra jamais à sortir vraiment une politique publique pour pouvoir faire ce qu'il faut pour faire ces préventions et faire ces protections. Et c'est là tout le drame. Je ne sais pas quel est votre avis sur ça. Ben je vais laisser l'homme politique répondre. Non, c'est son père. Si à l'époque de Milo, si Milo était là, on aurait déjà solutionné ces problèmes-là. Parce que les 1000 Capgras, c'était un monsieur qui écoutait, qui comprenait ce qu'on lui demande, qui comprenait tout, qui mettait les choses en œuvre. On n'a pas eu d'autres présidents comme celui-là. Moi, j'écoute aussi. C'est pas bon. J'écoute ce qu'on dit et je constate effectivement qu'il y a un problème de célérité, en fait, de vitesse dans toutes les actions que nous avons à mener pour le pays, c'est tout. Notamment les problèmes sur le risque, sur les divers risques majeurs qui nous menacent à n'importe quel moment. Ils sont là. Ils sont là. Enfin, moi, ce que je dirais, c'est que il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous ne sommes pas prêts. Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout matures. Pas du tout prêts. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de technicité à remettre à l'ouvrage. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a l'impression d'avoir une routine, notamment pour le tremblement de terre, mais il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. Je veux dire que les renforcements de bâtiments en Martinique... on est très en retard. On n'en a pas beaucoup. Hein. Je veux dire, même dans les écoles, je pense qu'il faudrait compter combien d'écoles ont été renforcées. Il y en a très peu. Ça fait en 16 ans, alors que les fonds sont arrivés il y a nombreuses années, des fonds qui repartent aussi. Là, on commence à faire quelques écoles parasismiques pour remplacer les anciennes. Il faudra peut-être faire la rédaction de ces décrets-là en créole. Ça nous permettra d'avancer peut-être. Je ne sais pas, puisque si après le créole, il faut retraduire en français...
nous complètement comme Burger King Élysée. En tout cas, messieurs, c'est avec plaisir que je vous ai accueillis là. Ceux qui vous ont écouté, entendu, ont compris qu'il y a énormément de choses à mettre en œuvre dans notre pays. Il ne faut pas comprendre que, en dehors de tout ça, que quoi ajoute nous quoi prédier et que tout va être réglé. Parce que le bon Dieu qui est au 0696, il a mis quoi en mode avion. Ça, c'est certain. Si vous avez une conclusion à faire, messieurs, ça aurait été laquelle? Qui commence? Je reviens sur les dispositions individuelles à prendre. Il faut que chacun, dans sa maison, on ait quand même une réserve d'eau. Une réserve d'eau. Tout note. Toujours prête. Réserve tout note. Une radio, peut-être, à pile. Donc avec des piles. Avec des piles là-dedans. Une lampe, c'est pas grand-chose. Et également, savoir repérer, écouter toutes les émissions, tous les reportages qui sont faits sur les séismes, savoir où se mettre à l'abri dans sa maison. Et ne pas sortir tout de suite, sauf si on est sur l'extérieur et on peut éviter tout débris direct sur la tête. Voilà. Tu as oublié un élément principal de notre société actuelle, ça. Il faut un téléphone chargé. Non, mais peut-être évident alors, c'est transformer le message d'accueil pour dire que moi, tel côté, telle zone, pour quand par exemple il n'y a plus de pile, qu'on puisse savoir et localiser la personne. Ça, souvent on oublie ça. Alors, moi, ce que je veux dire d'abord, il faut faire confiance aux professionnels. C'est-à-dire que quand les professionnels font des bâtiments qui sont résistants aux tremblements de terre et aux cyclones, ils sont résistants. Donc il faut avoir confiance dans ces bâtiments. Moi, je dirais qu'il faut rentrer dans une politique de renforcement de la construction. Le renforcement au séisme peut se faire par des moyens extrêmement simples. Ça peut être des câbles. Tout simplement, hein. Il suffit de rajouter des câbles dans sa maison de façon au moins qu'il ne s'effondre pas, parce que c'est toujours pareil, on cherche le non-effondrement. Hein. Et donc je pense qu'il faut que chacun ait ce réflexe. Mais si un tremblement de terre, ma maison, est-ce qu'elle va tomber ou est-ce qu'elle ne va pas tomber? À qui je peux m'adresser pour savoir si elle va tomber? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et même si, au lieu d'acheter la belle voiture cette année, on va l'acheter l'année prochaine, mais on commence par renforcer sa maison, parce que comme on dit, joue pas ni prends garde. Hein, joue malheur, ni prends garde. Ça va arriver Et donc, allez vers cette culture du risque. Bon, Serge vous a donné un certain nombre de conseils qu'il faut suivre, mais vraiment, allez vers ce renforcement de vos maisons. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait être systématique chez nous et qui va permettre de sauver des vies humaines, quoi. Joumalep-Anipangad, comme il dit, cette année, il y a déjà eu 2 séismes majeurs. Donc, il y a eu Turquie, Syrie et Maroc. Mais la croix Saint-André que nous voyons, c'est facile pour tout le monde de le voir, sur les bâtiments qui sont en face de l'église de Saint-Christophe. Oui. Mais il faut savoir où les mettre. Oui, c'est ça, oui, c'est certain. Mais c'est pour permettre aux gens de savoir... C'est quoi une croix? C'est quoi une croix, voilà, comment ça se passe, c'est pas crucifié, on va mettre de la là. Donc c'est la croix Saint-André. La croix de Saint-André, c'est celle qui sauve dans le bâtiment, on va dire. Et ça se fait pas comme ça se décide pas comme ça. Il faut faire appel aux professionnels, aux sachants. Voilà, on la met pas n'importe où. Voilà. On la met pas n'importe où. En tout cas, si vous faites attention, on risque de mettre la dernière croix et de mettre le dernier clou du cercueil, parce qu'on va t'écouter, on va te comprendre qu'il faut faire attention. Un bâtiment... C'est une affaire de professionnels. C'est une affaire de professionnels. Encore plus dans des zones à risque majeur. Surtout lorsque l'on voit des zigzags, des fils d'araignée, il faut alerter pour dire, monsieur, ça me paraît bizarre que sur telle poutre, il y a ça. Pourquoi le carrelage est cassé là? Il faut toujours solliciter le professionnel. Merci encore, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.